Good evening, everyone. Excellent. Alors, I'm Vicky bonsoir Brisson, à the tous. National Je Manager suis of Vicky Localization at Lactanet Brisson. Africa, Je and my suis experience in la navigating the dairy gérante industry started chez early Lactanet. in my family's J'ai dairy farm in grandi Newfoundland, sur Ontario. une ferme I then pursued laitière my dans l'est de education at the University of l'Ontario. Guelph, where Alors, ma I obtained my formation a bachelor's degree débuté in assez animal tôt et science and then puis my j'ai master's degree étudié in les animal nutrition. sciences But today I'm animales here to et speak la about the Canadian Dairy nutrition Hub, pour which is why the conference is les called that. So vaches that's not laitières à new news to the listeners. l'université. The Et Canadian Dairy maintenant, Hub nous is allons funded by Dairy maîtriser le Farmers of nouveau Canada and is code, managed by Lactanet, c'est-à-dire and it aims to le have pôle first laitier science-based canadien géré information par and solutions Lactanet to dairy farmers' pour concerns des and their renseignements et opinions on farm solutions advisors to aux support the implementation of best management producteurs practices in the laitiers et areas of offrir sustainability, également des animal pratiques welfare, animal exemplaires health, as well as dans la transition management. durabilité, le So if bien-être you'd like to animal, know la more about the santé Canadian Hub, animale et une ACD, bonne in gestion. the chat Alors, box about our page, you vous can reach out to me and we'll pouvez share more information about it. écrire And before we HUB pass the dans la microphone fenêtre to de Steve, our clavardage afin host for d'avoir today, plusieurs I just have renseignements. a few Avant de housekeeping passer la items to share parole with you. à Steve, notre First hôte of pour all, la I do want to make sure journée, that we are alors sharing j'ai into the quelques right renseignements. Je veux language. So if you're m'assurer looking for the que vous French êtes à simultaneous l'écoute translation, dans la there langue should be a appropriée. global Si vous icon at the êtes bottom of your screen that I just put francophone, vous into the allez chat. You can click on avoir that un and you can globe sur select lequel vous allez simultaneous cliquer en bas de translation, l'écran as et well vous as choisissez the slides in French. l'interprétation en Speaking of simultané. slides, En there cliquant sur should le be a link to français, sharing vous those in allez the chat box voir section les below diapositives or en of the meeting français. as Alors, well for your own vous reference. allez les recevoir The meeting également will sous be le format recorded and shared PDF with the registrants pour que vous afterwards. puissiez vous And we y do invite you to put your référer. questions and Alors, la comments in the réunion chat est as you go, enregistrée so you can et add vous them pouvez throughout ajouter the vos meeting. commentaires dans la fenêtre So de without further clavardage au ado, fur et à I now mesure invite afin Steve qu'on puisse to take répondre à vos over questions. and Alors, sans autre délai, share his j'inviterai information. Steve à Great. prendre Thanks, la parole Vicky. pour le Hi, reste de everyone. la Good evening. soirée. Merci beaucoup. Oui, bonsoir à Great to tous. see so many familiar C'est names merveilleux and de a few new ones as voir well. My name plusieurs is Stephen Roach. I'm noms. the Je director and m'appelle principal Stephen consultant Rhodes, je for suis le Care Consulting. directeur et le We're a consultant research training and science organization principal pour heavily interested cette in famille looking at de the dairy euh, industry at a variety of different consultations, en fait. levels. Et And here puis, nous aidons as les gens à mainly as a différents research niveaux. En consultant fait, with a je background in suis un epidemiology and dairy cattle health consultant and en welfare recherche avec specifically. une expérience But I also work with a en number of government épidémiologie agencies et en watching santé over their animale populations and au interacted with many of Collège you over the next animal, couple of hours. We'll have sciences a chance to animales talk en about some of the areas that I'm Ontario. particularly Et nous passionate allons passionate parler about, both de the subject certains matter being secteurs dairy cattle desquels health nous and welfare, sommes passionnés, and c'est-à-dire also how we turn that le into sort of bien-être actionable insight or des information on vaches farms, laitières, be les it actions à prendre offering sur our knowledge, la our insights, ferme. our Eh bien, recommendations to nous producers connaissons across the et nos country and recommandations sont or données aux figuring producteurs à out travers le how we pays can better et work with our nous voulons producers for them where they également need support. And essayer de one of our travailler d'une key meilleure goals façon here avec les with this producteurs, project bien is to try and les enable and épauler. Un support you des as trusted buts advisors principaux de to ce projet, carry c'est out and share that d'avoir information, support des them as needed so that conseillers, they can donner bring it to the l'information, farmers so appuyer that those latest les individuals may appreciate personnes being et asked vous to tous, en fait. Alors, participate in this by both je vous Lactanet and remercie de bien Dairy Canada. vouloir As I participer said, I à wear cette different hats présentation in de life. I Lactanet know many, some of you et may not know me. Just des briefly, fermes my laitières background Canada. Alors, in peut-être vous ne me epidemiology has connaissez pas brought me vraiment as a et mon consultant to a expérience variety en of different projects. épidémiologie On the m'a right-hand side of the screen, mené you see vers a snapshot of devenir un the conseiller du côté scientific droit de report that l'écran. was Vous pouvez created voir for le for rapport the Dairy Code of scientifique Practice. qui a The été mis de My team was l'avant the scientific writer. pour We worked with all the aider names that you en see fait here on the l'équipe screen to scientifique. help to Vous pouvez synthesize voir ici and à prepare l'écran, essentially nous voulons tout review overview simplement of the vous science, donner un key priority survol matters, and I'll get into a de little la bit more science in et a few des moments. sujets On the top left, you principaux. see Et here en training haut on à animal-based measures gauche, assessment vous on pouvez farm, voir a prepare que individuals je to donne look at une cows so they formation can sur les confidently fermes assess et them, de quelle how to calibrate façon the faire une activity programs évaluation, such as ProAction. calibrer And on les the bottom différents left, you can programmes see comme where we're actively Proaction involved. et
En bas, à droite, vous pouvez voir de quelle façon nous sommes impliqués dans les différents sujets. Alors, cette image, en fait, nous permet de nous tourner vers le processus du nouveau code avec la science sur les vaches laitières et nous avons toute la panoplie de formation jusqu'aux pratiques exemplaires. Alors, nous allons vous orienter vers certaines des ressources maintenant et je vais répéter ce que Vicky vous a dit déjà. Si vous avez des questions plus en particulier, alors écrivez-nous dans la fenêtre de clavardage. Il me fera plaisir de passer en revue les diapositives et nous nous assurons que les questions sont répondues alors que nous allons de l'avant pendant la soirée et au-delà de la séance. Alors, lorsqu'on a une formation sur Zoom, on voit souvent différentes tuiles avec les visages. J'aimerais bien avoir une idée de qui est présent. Je vous demande pas d'activer votre micro, mais juste écrire dans la fenêtre de clavardage quel est votre rôle, un étudiant vétérinaire, avec qui vous êtes affilié. Je veux avoir une idée générale de qui se retrouve dans la salle. Alors, vous pouvez nous l'indiquer pour que nous ayons une idée avec qui nous avons affaire ce soir. Thanks, Henry. Nice to see you. Merci, Henry. Miriam, Il est great. bien de vous voir, Myriam. Merveilleux. Dave, Jody. Awesome. Dave, Nice to see you. Hi, Jody, Jackie. merveilleux, c'est bien de vous voir. Salut, Jackie. Hi, Angela. Salut, While Angela. we're introducing everyone, I just wanna make Alors, a note que as chacun se well, because it seems présente, that some je people voudrais have the slides following. So I do just dire wanna ask quelque you chose to parce que hover j'ai over vu the top of your que screen. il me You semble que should les have gens the ne sont pas en options of mesure de seeing three visualiser different les screens in the diapositives, meeting, trois the one écrans, so if you can go c'est-à-dire full screen celle and the originale, c'est-à-dire Jackie l'écran can also partagé support par English Stephen Roche, translation. So et if you nous follow avons along les following diapos along, en you français. just Si continue les like diapositives ne following along with the suivent presentation. pas, je vous dirais de tout simplement Thanks, Vicky. aller dans une de ces Awesome. Well, options-là. good to see Elle lots est à of bien. you. Merci, Welcome. And if Vicky. you Merveilleux lots of de amazing voir veterinarians plusieurs here. d'entre That's vous, awesome. plusieurs So vétérinaires advisors, doctors, assistent advisors, à nutritionists, cet field reps, webinaire, des medical industry, nutritionnistes, representatives. des Yeah, awesome. Well, représentants. thanks very much. Bon, Again, alors really merci excited beaucoup. about this. So À no nouveau, je further suis ado, I'll très get emballée right in there. là-dessus, et sans autre And délai. if you do have Je any vais sauter dans le technical vif issues, du anything at sujet. all, Si vous please avez des pop that enjeux in the chat techniques, and if indiquez-le you're dans la fenêtre de finished, clavardage here et we Vicky, can avec l'équipe de la assist Calette, and you. So seront heureux de our goals vous and objectives for aider. this session Alors, really to voici help les your objectifs advisors pour la across soirée. Canada to Nous voulons vous understand aider, les the conseillers new code of laitiers du practice for Canada, à bovine comprendre de liquid nouveaux codes de cattle, pratique and ultimately, as I said, pour in le soin et la demonstrate manipulation des how to bovins support laitiers et à implementation. soutenir So sa we're going mise to go en through œuvre à la some of the major ferme. changes, some of Alors, the key on va tools for passer à travers les solution as an changements advisor on farm, principaux, ce and qui est try and keep important avec la discussion some des questions conseillers going. à la ferme. Et je vous prierai, si vous avez des What I'm questions, going to là, de attempt les to answer in 2 indiquer hours, that's not aussi all tout au long time des when you consider présentations. the Alors, end of the code, vous allez is talk a little voir, bit about nous how and voulons why the code is updated. We'll be essayer briefing de comments around this, connaître but we're really going to get le much code, into sa the code. profondeur et tout I ça, want to qu'est-ce qui a briefly changé and avec le relevant talk code, about the comment et law pourquoi le and code some a-t-il of the été key mis à changes. jour, I'm not going to offer quelle a too many details, été but la certainly going to science touch on some weaknesses sous-jacente à that certains some of our des advisors détails. Et je crois qu'il y a des how choses to qui sont approach clients importantes, about key comme le changes. I pourquoi actually want pour us collectively to be certains de talking nos about that. So there's producteurs, going to be a couple opportunities for questions some à laquelles group nous allons discussions. I got répondre. Il y Jim aura Drew with a une few of his occasion peers d'avoir des discussing discussions some de of these petits things. groupes As well as et vous overview aurez à discuter processes sur and how différents we're sujets trying to et integrate vers où in se answering tourner, vers questions. obtenir les ressources et intégrer So let's talk about the vos code and of questions course the également. Alors, important nous links allons to parler production. So du for code et process, les liens status, and importants pour la expectations here. proaction. Nous allons parler So a couple of des things. On processus the du right-hand statut side, et this is les what our attentes. product looks like. Acter sur différents sujets et vers où se tourner, vers obtenir les ressources et intégrer vos questions également. Alors, nous allons parler du code et les liens importants pour la proaction. Nous allons parler des processus du statut et les attentes. Alors, du côté droit, c'est ce à quoi ressemble le code de pratique en anglais et en français. Il y a des options HTML. Il est facile
facile de faire vos recherches là-dedans et les collègues vont vous fournir des liens directs. Merci beaucoup. Vous pouvez voir les liens pour le code en anglais et en français. Alors, maintenant, je vais vous donner ce qui est à la base. Alors, les producteurs, l'État du Canada ont été à l'origine de la mise à jour du code qui a ensuite été dirigé par le Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage et cela, ça a été fait à la demande d'un groupe. Bon, et j'espère que la plupart d'entre vous est au courant de cela. En fait, ça fournit des orientations essentielles pour les soins et la manipulation des vaches, les pratiques recommandées également en matière des soins aux animaux. Il y a beaucoup de ramifications et d'attentes également. Nous allons en parler dans quelques moments. Alors, le pourquoi les producteurs laitiers du Canada ont mis de l'avant cela, poursuivre le processus du CNSAE qui consiste à revoir un code tous les 5 ans et à le réviser tous les 10 ans afin de s'assurer qu'il reflète les dernières avancées scientifiques, les pratiques et les attentes des parties prenantes, donc du producteur jusqu'au consommateur. Et cela est considéré dans le processus de la révision du code. Alors, d'abord et avant tout, j'aimerais vous mentionner que ce code a été mis à jour et est entré en vigueur le 1er avril 2024, sauf indication contraire pour les exigences individuelles, et remplace le code 2009. Alors, bon, et bien sûr, les producteurs laitiers du Canada ont participé à cela. Bon, en tant que document, ce document est devenu un document phare pour les soins des animaux depuis le 1er avril 2024. Mais il y a d'autres exigences qui ont une date d'entrée en vigueur qui est plus tard que cette date-là. Alors, de quelle façon ce code s'est développé? Eh bien, c'est un comité d'élaboration du code composé de plusieurs parties prenantes. Je vais vous montrer qui participait à cela et c'était pendant un processus de grande idée, une période de temps avec une approche consensuelle facilitée par l'examen par le comité scientifique et j'en faisais partie en tant que scientifique qui travaillait à la rédaction et nous avons essayé d'offrir une synthèse de la science qui correspond à certains des enjeux et également tout cela a été soumis à une période de consultation publique. Alors, il y a une révision par le comité scientifique et le modifié selon les rétroactions. Le code en tant que tel, bon, différentes parties prenantes la part des agriculteurs, par exemple, et des conseillers que nous avons, les vétérinaires. Également, qui sont les personnes principales lorsqu'on parle de santé et de bien-être. Il y a des professionnels, des experts en soins aux animaux, experts de la mise en œuvre de protection, l'Association de la défense du bien-être animal, l'Autorité provinciale de protection des animaux, les détaillants, les restaurants ou organisations des services alimentaires, bien sûr, les transformateurs laitiers, l'Agriculture et agroalimentaire Canada, SCA, et les chercheurs universitaires dans le domaine du bien-être animal et les représentants du gouvernement provincial qui ont travaillé de façon concertée pour aller de l'avant et prendre des décisions. Alors, j'ai parlé du comité scientifique quelque peu, mais en fait, le comité scientifique a élaboré un rapport résumant les données scientifiques sur un maximum de 6 questions prioritaires. Vous avez les noms là, de ces personnes-là sur la droite, qui est le comité scientifique, et également par le comité qui a développé ce code. Et bon, tout cela doit être soumis à une évaluation pour voir si on peut faire face à un enjeu. Lorsqu'on a mis à jour le code, on se demandait si depuis 2009, il y avait de nouvelles avancées scientifiques
qui nous aiderait à résoudre un des sujets et si c'est pertinent au cours également. Alors, nous avons décidé bon, la séparation des vaches et des veaux, la gestion conception optimale des systèmes intérieurs, le contrôle de la douleur, la boiterie et blessure et la gestion de la fin de vie. C'est un document très important. Les liens se retrouvent maintenant dans votre fenêtre de clavardage ici. Et vous pouvez voir tous les résumés qui ont été indiqués. C'est un document très technique et puis par la suite, nous l'avons considéré comme faisant partie d'un élément de discussion. Alors, j'ai parlé bon, de la formulation et quelles étaient les exigences. Alors, je vous ai indiqué cela et nous allons aller au pourquoi par la suite. Lorsque je vous parle des exigences, je parle des exigences du code qui font référence à des attentes réglementaires ou imposées par l'industrie qui définissent les pratiques acceptables et inacceptables. Alors, nous attendons à ce que tout le monde soit soumis à la date établie. Donc, le lien avec ProAction, maintenant, le PLC s'est engagé à intégrer les nouvelles exigences du code dans ProAction. Alors, nous pouvons réaliser bon, cette action. Certains groupes vont utiliser également le code sur les bovins et sur les assurances afin d'établir une mise en œuvre de toutes ces exigences établies dans le code. Alors, en tant qu'industrie, il se peut que nous soyons pas prêts à aller de l'avant avec certaines choses. Par exemple, voici les pratiques recommandées dont le code fait référence à des pratiques susceptibles d'améliorer les résultats en matière du bien-être animal. Mais le fait de ne pas le mettre en œuvre ne signifie pas que les normes acceptables ne sont pas respectées. Mais ça vous donne une idée générale dans le contexte du sujet abordé. Alors, je vais retourner à ces exigences et aux pratiques recommandées à quelques reprises. Maintenant, en savoir plus sur Proaction, je crois que cela est important pour vous. De quelle façon ça va être intégré dans Proaction et où en sommes-nous? Alors, les comités techniques ont été mis de l'avant. C'est les soins des animaux, la sécurité alimentaire et la biosécurité. Alors, ces trois comités techniques travaillent à l'intégration des exigences du code dans Proaction. Alors, on regarde quels sont les ajouts ou modifications qui doivent être intégrés. Et ils ont dit que ce n'était pas suffisant de faire certains peaufinements, certains changements, alors sur qu'est-ce qui est attendu par les producteurs laitiers du Canada. Conséquemment, cet hiver, de décembre à mars, en fait, un projet pilote sera mené dans un échantillon de fermes à travers le pays et nous allons le faire. Donc, je vous rappelle que ce sera du mois de décembre à mars. À l'issue du projet pilote, les PLC pourront analyser les retours d'informations, ajuster et finaliser les exigences fondées sur cette rétroaction. Puis, ils passeront à une période de communication, les changements aux agriculteurs et à l'industrie au sens large. Donc, plusieurs d'entre vous recevront ces renseignements-là. Et puis, la mise en œuvre des validations à la ferme. Donc, la partie la plus importante, la date de mise en œuvre prévue est en avril 2027. Alors, on se donne du temps pour gérer et se préparer à ces changements-là. Il y a beaucoup de travail afin que les discussions prennent leur pleine ampleur et puis il y a l'adaptation de tous les outils et la formation pour les agriculteurs. Ce n'est pas seulement un livre de travail, il faut faire de la validation et de l'évaluation également et un préavis suffisant pour les agriculteurs. L'objectif est un préavis d'au moins 6 mois de préavis afin que tout le monde puisse comprendre. Ça, c'est l'attente que nous avons et
s'arranger à ce que l'alignement sur les dates futures des autres exigences du Code, toutes datées d'avril dans les années impaires. Je vais en parler plus longuement, me référer également au Code et vous montrer des images qui correspondent à cela. Alors maintenant, comment décortiquer le Code? Du point de vue des exigences, il y a 7 sections principales sur lesquelles nous allons nous pencher plus ou moins profondément avec 103 exigences. Oh, vous allez dire, c'est beaucoup de changements, là. Donc, bon, il y a eu certains peaufinements, des changements mineurs et oui, dans certains cas, des changements plus significatifs. C'est sur quoi je vais me pencher plus profondément ce soir. Alors, tout simplement pour avoir une idée complète. Alors, je vais vous parler donc d'une nouvelle section, la formation et responsabilité. Nous allons aller dans l'installation et logement pour les animaux, par exemple, les systèmes à l'intérieur, quelles sont les attentes des différentes pratiques. Et puis, nous nous tournons vers ce qui est à la base, alimentation et l'eau, et par la suite, à la pratique d'élevage, à la santé du bétail, la préparation pour le transport et l'euthanasie. Alors, vous pouvez voir que certains sujets ont été créés, les exigences ont été créées sous chacun de ces sujets-là. Vous en avez le nombre. Alors, la raison pour laquelle je vous offre ces renseignements sur les différentes réponses aux questions qui, quand, pourquoi, comment et tout le reste. Alors, nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe. Il y aura toujours des personnes qui vous diront qu'ils n'ont jamais mis pied sur une ferme et qui vont dire, bon, qu'est-ce que c'est, en quoi est-ce que ça consiste? Et ils vont donner leur opinion. Alors, ce n'est pas un système très systématique. Nous voulons donc réunir une variété de parties prenantes autour d'une table et être en mesure de donner des rétroactions à chaque étape. Il y a des représentants dans chacune de ces salles, dans des sous-comités. Pourquoi est-ce important? Que faisons-nous avec ces renseignements-là et pourquoi nous avons Proaction également? De quelle façon nous allons appuyer les fermiers? Alors, pourquoi pour moi, c'est pas seulement à cause de la science, mais c'est Proaction, le code de pratique. Pourquoi nous avons ces choses-là? Quelle est la pertinence de tout cela pour un éleveur individuel, par exemple? Alors, on se penche sur tous ces volets-là avant de regarder quelles sont les exigences. Alors, je veux prendre une approche consciente ici et parler des exigences. Ici, je vous montre la première partie du code. Alors, c'est la formation et responsabilité. Ce que je veux développer avec vous, j'ai pris une image du code. Si vous cliquez sur le lien, regardez le code qui est là sur la droite, vous avez le lien et je veux que vous deveniez familier avec les attentes et le format visuel. Tout simplement pour vous assurer que ce que je partage avec vous, c'est exactement ce qui se retrouve dans le code. Alors, vous allez voir, par exemple, la mise en évidence en jaune, les exigences, il y en a 3. Le personnel doit connaître le présent code de pratique et en respecter les exigences. À nouveau, je vous ai déjà mentionné que cela ferait partie de la mesure de l'imputabilité, par exemple. Et ce sera quelque chose de principal pour Proaction. Pour les ministres de l'Agriculture, par exemple, les provinciaux vont voir quelles sont les exigences de base établies sur les fermes laitières. S'il y a besoin d'enquêter quelque chose, quelle est la référence, que dit le code de pratique, quelles sont les attentes. Deuxièmement, le personnel doit avoir les compétences nécessaires pour exécuter les interventions qui lui sont assignées. Alors, vous pouvez
pouvez voir avec un astérix ici qu'est-ce qui se passe et les connaissances dans les pratiques et les procédures. Tout cela a été développé à travers la formation, l'expérience, le mentorat, bien sûr. Ce code ne suggère d'aucune façon que les gens doivent être certifiés, éduqués sur certaines pratiques se basant sur le code. Non, ce que ça dit ici, nous aurons tous besoin d'une formation supplémentaire et c'est ce que nous voulons assurer. Donc, une compétence sera acceptable sous la définition de compétence. Bon, troisièmement, les gérants doivent superviser le personnel et doivent lui offrir la formation d'appoint si les pratiques commencent à déroger aux normes de soins. Pourquoi est-ce que nous avons cette exigence-là? Il y a des preuves pour suggérer, et puis vous pourrez apprécier selon votre expérience, en fait, c'est ce qui génère des actions à la ferme, par exemple, les propriétaires et les gérants qui sont responsables de leur personnel et doivent s'assurer que ces gens soient formés pour faire le travail parce qu'au quotidien, ce sont eux qui ont la responsabilité à la ferme. Alors, une fois que cette formation sera mise sur pied, je dois vous dire qu'il s'agit d'une attente très commune. Si on regarde à travers le monde, par exemple, et voir quelles sont les exigences que le client a et la chaîne d'approvisionnement également, nous voyons toujours des attentes. Il y a toujours des questions sur la formation, la reformation et la responsabilité. Et maintenant, c'est finalement inclus dans le Code de pratique du Canada. Alors, maintenant, quelles sont vos opportunités, les opportunités de l'intervenant ou d'un conseiller? Par exemple, établir, mettre une relation avec le vétérinaire client-patient. Ce sont des relations qui vont vous aider à appuyer la formation. Vous jouez un rôle important lorsque vous arrivez à cette section complète de ce code-là. Alors, ceux qui ne sont pas vétérinaires, par exemple, leur offrir des services, un soutien pour l'élaboration, la révision, les formations des procédures opérationnelles normalisées sur une ferme moyenne, de taille moyenne, et également un code de conduite. Et les politiques, c'est quelque chose que nous voyons de plus en plus en termes d'attente à travers le monde. Je ne vous dirai pas que c'est une exigence, mais on peut voir que toutes les parties qui sont impliquées sur une ferme se tournent vers la gestion ou les soins. Alors, vous pouvez également vous tourner vers la formation. Et également, on se dit qu'est-ce qui se passe à la ferme lorsque nous parlons de formation continue. Alors, on offre un soutien dans les suivis de cette formation. Alors, pour appuyer les producteurs avec des formations plus formelles et également une amélioration de formation. Lorsque nous passons à la prochaine partie du code, nous parlons des installations et logements. Alors, il y a une panoplie d'exigences et nous en avons qui ont été changées également et d'autres sont restées inchangées. Si vous regardez dans le code, vous trouverez des domaines ici qui ont été indiqués en jaune, par exemple, et vous retrouverez dans les sous-sections ce mot qui va revenir. Bon, les barrières de sécurité électrifiées, ce n'est pas acceptable. Ça, c'est assez simple. Maintenant, nous allons pouvoir voir l'inclusion de la capacité de toilettage pour le logement. Ça, c'est une des attentes. Et à la mi-écran, ici, il y a une section où vous avez la
attente que la vache va être capable de se tenir debout, s'allonger, bon, bouger, somme toute. Et il y a un code qui s'applique à eux comme un contact visuel, bon, une posture de repos normal et disposer d'un espace de couchage également, s'assurer que tout soit approprié et l'habilité donc de toilettage a été ajoutée. Le quatrième point, par exemple, les génisses, par exemple, et également celles qui sont en lactation doivent avoir un contact avec les autres. Il y a cette attente qui n'a pas été changée. Par exemple, nous avons un espace de couchage, meilleure litière. Et également, lorsqu'on parle d'installation, les attentes que j'ai commandées et selon les dispositions attendues, c'est qu'elles doivent être bien maintenues avec être en bon état, ventilation appropriée, permettant aux bovins de se lever, de se coucher, de se retourner et de se tenir debout tel que vous pouvez le voir ici. Alors, l'attente, c'est pour toutes, tous les animaux où on va leur offrir également un endroit de couchage, un espace, et il y aura probablement une formation et le dressage. Elles doivent être en sécurité et maintenues de façon acceptable. Et lorsque tout doit être utilisé ou pas. Il y a les dresseurs électriques. Alors, nous considérons qu'il y aura des changements de ce qui était dans le code en 2009 et ça va se poursuivre et pertinent pour aller de l'avant dans le code. Changes. Four, in particular, in this section that I want to talk about. Particulièrement dans cette section, on parle d'installation et logement des veaux pré-sevrage, l'aire de volage, la liberté de circulation et la densité de stockage. On va parler passer un petit peu plus de temps là-dessus. Parlons des logements des veaux pré-sevrage dans les exigences. Ici, on voit beaucoup en surlignage parce qu'il y a plusieurs diapositives qui touchent là-dessus. Donc, et ça, ici, on parle de tous les systèmes de vos pré-sevrage. J'ai parlé du logement. Il faut qu'il puisse se lever, se coucher, se tourner complètement, se tenir debout complètement sans toucher le haut de l'enceinte, adopter des postures de repos en décubitus sternal et latéral, de faire leur toilette et d'être en contact visuel avec d'autres bovins. Alors, on voit que le contenu a changé un petit peu, mais il n'y a pas de grand changement à l'exigence. Le deuxième point, ça parle des couchages. Ils disent que pour les veaux en groupe, les surfaces recouvertes de litière doivent être suffisamment grandes pour permettre à tous les veaux de se reposer confortablement en même temps. Ce n'est pas très différent de le premier cas, mais voilà où c'est différent. Là où la pratique d'attacher les veaux est permise, la tâche doit avoir un collier. Alors, on ne peut pas seulement avoir une chaîne ou une corde, il faut avoir un collier et il faut que ça soit directement attaché à la tâche. Alors, pourquoi on parle de liberté de mouvement et de ça? C'est un point chaud, ça continue de l'être du point de vue d'un produit au consommateur et du bien-être de l'animal. Les consommateurs posent des questions là-dessus sur la liberté de mouvement. Il y a des endroits qui ont choisi d'interdire d'attacher les animaux. Ce n'est pas le cas ici au Canada, mais on a des dispositions qui portent là-dessus. On a beaucoup de recherches qui se font en ce moment sur cela pour les veaux et les autres animaux, l'impact sur la locomotion, sur la santé. Et il y a aussi des recherches au Canada qui se font sur tout le bien-être associé à cela. Un autre commentaire que je dirais, c'est quand vous regardez le code, vous allez voir des détails inscrits dans le code et non seulement dans le rapport scientifique, mais des commentaires sur ce qu'on sait sur la science, la justification en fait de ces exigences-là. Alors, je vais changer la diapositive, mais je veux vous faire remarquer qu'on parle de logement des veaux pré-sevrage seulement. Alors, les veaux ne doivent pas être attachés dans un système intérieur normal. Alors, si vous avez une étable de veaux
intérieurs, vous n'avez pas le droit de les attacher. Les producteurs qui élèvent des veaux individuellement doivent avoir un plan pour passer à une méthode de logement en paire ou en groupe en consultation avec un médecin vétérinaire ou un autre conseiller qualifié. Donc, tous les gens ici dans l'appel vous dans l'appel, vous devrez offrir votre soutien aux producteurs pour que les fermes passent à un système de veaux en paire ou en groupe. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on veut parler du troisième point qui s'en vient. À compter du 1er avril 2031, les veaux en bonne santé, robustes et compatibles devront être logés en paire ou en groupe avant l'âge de 4 semaines. Donc, c'est important de mentionner quelques petites choses ici. En santé et robustes. Si on a des veaux qui ne sont pas en santé, qui sont malades, on ne s'attend pas à ce que les gens fassent ça. Ces veaux-là bénéficient d'isolation, d'autres traitements et peuvent être retirés d'un milieu social. Mais les animaux qui se portent bien, qui sont robustes, qui sont en santé, ben là, on s'attend, c'est qu'avant l'âge de 4 ans, ils vont être au minimum logés en paire et sinon en groupe. Et quand on parle de compatibilité ici, c'est que si on a une petite ferme, c'est qu'on va avoir beaucoup de différences chez les veaux qui vont être mis en paire. On va avoir un veau de 4 semaines, peut-être un veau de 7 semaines. Ils ne seront pas compatibles. Alors, il va y avoir des bémols ici, si je comprends bien. Dans ce qu'on peut faire et comment on déterminera si on fera ça à tous les cas. Ça va dépendre de la compatibilité des veaux. Il faut être pratique, il faut être pragmatique. Et le but dans tout ça, c'est de capitaliser sur les bénéfices pour la santé de ce type de logement-là. Bien sûr, si les choses ne vont pas bien, dans un cas peut-être si ça ne fonctionne pas, alors on ne veut pas causer de la mortalité ou de la morbidité. On veut être pragmatique, on veut gérer la situation correctement, laisser les animaux retrouver la santé et après ça, les reloger. Alors, j'ai parlé des données à la base de tout ça. Il y a beaucoup de données. Ce n'est pas un sujet émergent. C'est un sujet qui fait l'objet de recherches depuis des années. La recherche continue de démontrer les bénéfices du logement en paire et en groupe. On parle de meilleure croissance, meilleure socialisation, que ça a trait à la peur et à l'apprentissage. Ces veaux-là sont plus aptes à apprendre. Et ça, c'est l'interaction sociale qui leur donne ça. Cette pratique est aussi socialement plus acceptable. Ce n'est pas ça qui gouverne toujours nos changements, mais c'est bon de savoir que nos changements sont socialement acceptables et que ça plaît davantage à nos consommateurs qui, en fait, consomment les produits. Alors, si vous avez des clients qui ont un système ou une situation, comme vous le voyez à la gauche, on voit un environnement intérieur qui est en logement individuel. Au minimum, il faut enlever au moins une des partitions à l'âge de 4 semaines pour regrouper les veaux. On voit peut-être quelque chose comme à droite où c'est vraiment un système en groupe. Et il y a beaucoup de recherches et de ressources développées sur la façon de faire la transition entre les deux et certains facteurs qui entrent en jeu et dont on va parler plus tard. Je vais aussi parler de logement à l'extérieur. On a parlé du logement à l'intérieur, mais l'idée ici, c'est qu'on ne peut pas attacher. Il faut avoir un plan de transition au logement social et d'ici 2031, on s'attend que les veaux de 4 semaines et plus seront logés en groupe ou en paire. Donc, à l'extérieur, les huches et autres genres de logements, il y a des exigences aussi. Alors, les veaux logés à l'extérieur, y compris dans les huches, doivent pouvoir entrer en contact physique avec un autre veau, sauf s'ils doivent être séparés pour des raisons de santé ou protégés des intempéries. Encore là, il faut être pratique. S'il y a des questions de santé,
s'il y a une maladie qui court, le contact nez à nez, à ce moment-là, c'est la pire des choses. Alors, il faut être pratique. Il ne faut pas empêcher la gestion des maladies dans les fermes. Alors, si c'est le cas, s'il y a de la maladie, on oublie ces attentes-là et on fait ce qui est le meilleur pour la ferme. Même chose pour les empéries, parce que sinon, sinon, il faut y avoir un contact physique. Plus le temps va avancer, plus on s'attend à ce que la définition du contact physique va être peaufinée. En ce moment, ici, ce n'est pas vraiment bien défini. Mais comme je dis, ça va être donné avec le temps. Le deuxième point est important aussi. Les veaux ne peuvent être attachés que s'ils sont logés dans des huches donnant accès à un espace à l'extérieur de la huche. Donc, si j'ai une huche comme ici à gauche, c'est parfaitement acceptable selon moi pour une couple de raisons. Il y a des colliers autour du cou. S'ils sont attachés, ils peuvent sortir de la huche. Ils ont un espace pour se déplacer et selon la longueur de la tâche, ils peuvent avoir un certain contact. Et ça, selon moi, ça satisfait les exigences. On pourrait prendre une approche aussi comme à droite, où pendant une période de temps, on élève nos veaux individuellement dans des huches, on met une clôture autour et quand ils arrivent à 4 semaines, on élargit la clôture à 2 ou 3 huches et on permet le contact. Ça répond aux exigences du code. Quelques autres des changements qui sont importants, c'est l'aire de vélage. Par exemple, l'exigence et les aires de vélage, qu'elles servent au vélage individuel ou en groupe, doivent fournir à la vache et au veau un endroit propre, sécuritaire et séparé du troupeau en lactation et suffisamment grand pour que la vache puisse être assistée. On peut gérer cet environnement-là et toutes les choses auxquelles on s'attendrait pour des pratiques exemplaires, par exemple. Bon, et ce seront une des attentes, par exemple, séparer des troupeaux en lactation. Ça, c'est important. Alors, à compter du 1er avril 2029, les bovins de toutes les fermes devront véler dans des enclos de vélage, des cours, des pâturages qui leur permettent de se retourner. Vous savez, souvent, il faut avoir un endroit qui pourra leur ouvrir de l'espace durant le vélage. Les étables nouvellement construites doivent permettre aux vaches de véler dans les enclos de vélage, des cours ou des pâturages qui leur permettent de se retrouver. Lorsque vous allez compléter ces plans-là, vous devrez être en mesure de fournir cela. Si vous avez un emplacement existant déjà, alors on va en parler plus amplement le 1er avril 2029. Vous savez, les expériences pour les recherches ont démontré que la santé et le bien-être des veaux et des mères pendant le village sont les meilleurs, plus cohérents et plus faciles à gérer dans un environnement de stabulation libre. Ça va être beaucoup plus facile pour nous, pour la vache gestante, par exemple, et également tout le monde. Alors, ça, c'est un environnement là, qui est un exemple, l'aire de vélage, qui sont prêts au vélage et toutes les autres choses, l'espace soit propre et séparé du troupeau. Les autres sont séparés du troupeau en lactation. Alors, je crois que la chose la plus importante, d'abord et avant tout, par exemple, on peut effectuer une visite des fermes des clients pour s'assurer qu'elles répondent à certains critères. Donc, ça, c'est l'opportunité pour l'intervenant. Et consulter les personnes qui devront procéder à des changements, les informer des attentes et des délais. Les délais sont là pour vous fournir une certaine souplesse et signaler qu'il s'agit d'exigences qui vont être
mises en œuvre et que les gens devront changer les différents emplacements. Alors, étudier les possibilités de créer suffisamment d'espace pour créer un enclos dans les installations existantes qui répondraient à ces attentes. Alors, la plupart de nos producteurs canadiens sont très créatifs lorsqu'il y a des obstacles et des enjeux. That conversation, or to the extent that the producer would like that, I think there's the opportunity there to De façon facilitate. à faciliter tout cela, et il y aura donc une facilitation dans la conversation à tenir également. La liberté de mouvement de bovins en lactation, je vous parle de toute l'industrie laitière, toutes les espèces qu'il y a de nos jours. First, we have requirement talking about Il y housing. a en 3 volets ici, le logement des vaches en lactation et Tari doit leur permettre de se lever, de se coucher avec aisance, d'adopter des positions de repos naturel pour faire leur toilette, d'être en contact visuel et physique avec d'autres bovins. Comme je vous ai dit au tout début, nous avons ces attentes pour chaque catégorie d'animal. Alors, c'est ça. Le deuxième paragraphe, c'est celui qu'on apprend de plus en plus. À compter du 1er avril 2017, les vaches ne devront plus être attachées continuellement durant tout le cycle de reproduction. Sufficient regular opportunity for freedom of movement to promote good welfare. Again, there is quite a bit of research coming out about Elles devront increased avoir des possibilités suffisantes, donc fréquenter se mouvoir librement et favoriser leur bien-être également. Et cela apportera donc cette liberté de mouvement au quotidien, sans attache et des interactions sociales dans l'année. On ne voit pas ici des attentes pour l'accès à l'extérieur. Alors, il faut voir si on a une liberté de mouvement. Et puis, donc, vous pouvez voir ici que les étables nouvellement construites doivent permettre quotidiennement une liberté de mouvement sans attache et des interactions sociales à l'année. Lorsque vous gérez cette stabulation, par exemple, à l'étape de la lactation, il faudra que vous effectuiez des changements à partir du 1er avril 2027. Les faire sortir donc et leur permettre tout simplement de déambuler pendant le cycle de lactation. Alors, il faudra adhérer immédiatement si vous allez construire des étables. Il va falloir les faire un espace à l'extérieur où elles pourront se promener. Par exemple, pour les logements, bon, il faut leur donner accès à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a un certain nombre d'études qui indiquent l'importance de cela dans le rapport scientifique. Nous l'avons résumé déjà et vous pouvez le voir là, juste en cliquant sur le lien qui vous a été fourni. Par exemple, ils vont être en mesure. Alors, il y a une question, là, s'il y a déjà des populations, par exemple, où les vaches sont attachées, est-ce qu'on va pouvoir permettre d'en construire d'autres? Non. Ben, je ne sais pas vraiment. Je crois qu'il est très important de parler avec les producteurs parce que c'est l'orientation que nous prenons pour l'industrie. Les changements ne mentionnent pas cela. Peut-être que Proaction nous guidera plus alors qu'il passe à travers ces différents changements. Ce que nous avons ici à l'écran, c'est ce qui apparaît dans le code. Je crois que l'attente sera, c'est généralement d'ouvrir et de permettre plus de mouvements sans attache et des interactions sociales. Alors, ce n'est pas une réponse parfaite, mais je ne sais pas. Bon, éventuellement, il y aura une nouvelle définition de données. Bon, qu'est-ce que nous définissons comme étant de nouvelles constructions? Eh bien, je vous dirais que toute nouvelle construction, que c'est une nouvelle
stabulation attachée au pas, alors il faudra donner une certaine liberté. Je ne sais pas quelles sont les attentes, mais Proaction pourra nous donner plus de renseignements pour mettre sur pied cette exigence. Désolée, j'essaye d'aller de l'avant. Bon, euh, ici, vous pouvez voir, bon, on dit qu'on veut 55 jours au minimum. Bon, je l'ai ici, là. L'attente minimale actuelle est d'offrir aux vaches la possibilité de bouger au moins 15 des jours de l'année, c'est-à-dire 55 jours. Et nous l'avons indiqué ici. Vous pouvez le voir sur la diapositive. Donc, durant la phase de lactation, aussi et pas seulement durant la période de tarissement. Alors, vous pouvez voir les attentes pour ceux qui n'en ont pas besoin. C'est qu'on leur offre une occasion de mouvement environ 15 des jours de l'année, c'est-à-dire 55 jours. C'est de cette façon-là que ça a été calculé et c'est si la température, la météo le permet. Alors, l'exercice par jour, la période d'exercice doit durer au moins 1 heure par jour de façon à les faire revenir dans leur environnement plutôt qu'être dans des étables et attachés. Bon, alors, euh, euh, probablement que les vaches seront là pendant les périodes de tarissement seulement. Ah, voilà. Et nous voulons que vous considériez si on peut modifier les choses pendant la période de tarissement, par exemple, et avoir une approche plus normative. On suggère ici que les attentes minimum seraient de les faire sortir. Vous pouvez avoir un cours pâturage, les mettre au pâturage pendant un certain moment, mais il faut être à l'affût des conditions environnementales, plus particulièrement au Québec où il y a des attentes là-dessus. Je regarde la fenêtre de clavardage là en même temps. Oui, je vous comprends, Rachel. On n'est pas toujours là en mesure de démolir et de rebâtir en sabulation libre les installations. Bon, c'est pas toujours facile, mais je crois que et je vais faire le suivi de cette conversation-là pour voir si je peux vous donner une meilleure réponse. Désolée, je n'ai pas la réponse idéale pour l'instant. Si on attend un petit moment, là, pour retourner ici, c'est que, bon, les étables nouvellement construites doivent permettre quotidiennement une liberté de mouvement sans attache et des interactions sociales à l'année. Alors, je crois qu'il faut y aller avec la gestion de l'étable primaire que vous avez et ça devrait s'aligner plutôt avec ce qu'on a au deuxième paragraphe à compter du 1er avril 2027. Les vaches devront plus être attachées continuellement durant leur cycle de production. Et je vais voir là quelles sont les définitions et pour voir si on a bien compris les applications. Je vais vous revenir et peut-être, Vicky, on pourra envoyer la réponse à tout le monde en même temps que Rachel qui a posé la question. Alors, nous voyons ici les densités de stockage. L'exigence et la densité d'élevage ne doit pas dépasser 1,2 vaches par logette dans les systèmes en stabulation libre, mais à compter du 1er avril 2027, la densité d'élevage ne devra normalement pas dépasser 1,1 de vaches par logette, c'est-à-dire 10. Et à compter du 1er avril 2023, la densité d'élevage ne devra normalement pas dépasser 1 vache par logette, 1 pour 1, par exemple. Alors, l'idée là, derrière tout ça, c'est d'avoir ultimement 1 vache par logette. Et dans un enclos, les aires de repos doivent offrir au moins 9,3 mètres carrés ou 100 pieds carrés d'espace par vache
Holstein. Et vous pouvez voir ici en tout temps, durant la période de transition de 2027 à 2031, par exemple, ce n'est pas une norme, mais si vous devez augmenter la densité, ce sera acceptable pendant une certaine période de temps, mais ça ne peut pas être la norme parce que et il faut respecter les attentes de 2017 à 2031. Par exemple, euh, des races plus grandes, comme le Holstein, par exemple. Alors, Proaction intègre ces exigences dans Proaction en tant que telle. Pourquoi est-ce que nous parlons de cela? En fait, les conseillers vont apprécier cela. Les recherches démontrent régulièrement que les mesures de comportement de couchage, en particulier le temps de couchage, sont améliorées lorsque l'espace de couchage est augmenté. Outre la réduction de la concurrence de sous-peuplement peut permettre aux vaches subordonnées d'éviter de se coucher à côté d'une vache dominante, d'avoir un accès pour se nourrir aisément. Je crois qu'il y a de bonnes données à l'effet que si nous augmentons la densité de stockage, ça vient à l'encontre de cela. Il y a de la productivité et le bien-être qui est considéré pour que l'on considère une vache par logette. Alors, Frank a dit, bon, pourquoi une logette par val, puisque les vaches ne sont pas couchées pour plus que 14 heures par jour, par exemple. Et souvent, on se dit, bon, que ça a un impact négatif là, si il y a un robot dans l'étable, par exemple. Alors, si vous dites là qu'il y a 14 heures par jour de couchage, peut-être vous avez de l'expérience. Je crois que l'idée ici, c'est faire preuve de constance autour des emplacements. L'attente, donc, pour la stabulation libre, c'est une vache par logette. Alors, ils ont tenté d'en arriver là. Ce qui va se passer aux producteurs laitiers, s'ils n'ont pas le flux de trésorerie pour permettre de correspondre à ces exigences, eh bien, si vous ne rencontrez pas une exigence, ça va se retrouver dans le cadre correctif que Proaction a mis sur pied. Et c'est là-dessus qu'il travaille. On n'a pas de réponse très claire. On ne sait pas comment Proaction va s'occuper de cela lorsqu'il n'y a pas de conformité avec les exigences. Alors, pour aller de l'avant, pour établir les dates, donner le signal à l'industrie et aller de l'avant également. Alors, il faut trouver des façons d'aller de l'avant pour atteindre cela. Alors, nous disons que les attentes sont qu'ils vont trouver une façon et à ce moment-là, le code et Proaction vont travailler pour les correctifs sur la ferme. Alors maintenant, lorsqu'on en arrive à l'alimentation et l'eau, bon, ça c'est direct, mais il y a une constance. Les attentes, bon, indiquent les choses que vous connaissez déjà, par exemple, prendre des mesures correctives pour les vaches dont la note d'état corporel est inférieure à 2,0, offrir une ration appétante répondant aux besoins nutritionnels. Donc, pour le sevrage, bon, mettre en œuvre un sevrage progressif de 5 jours minimum et s'assurer que les veaux sont âgés d'au moins 8 semaines avant de terminer le sevrage. Alors, ça, c'est l'exigence. Et puis, accès à de l'eau fraîche et propre. Et ils disent que la glace ou la neige ne seront pas considérées comme étant acceptables.
Lorsque on en arrive à l'alimentation au lait du veau avant le sevrage, ça, c'est tout à voir avec les attentes sur la nutrition. Premièrement, on voit que les veaux doivent recevoir une alimentation qui favorise leur satiété et maintient leur santé, leur croissance et leur vigueur. À l'autre paragraphe, on dit le veau nouveau-né, les veaux nouveau-nés doivent recevoir un apport quotidien total au moins 15 de leur poids à la naissance, 6 litres pour les veaux Holstein entre l'âge de 7 et de 28 jours. Ils doivent recevoir un apport quotidien total d'au moins 20 de leur poids de naissance. Donc, c'est en lait ou en lait de remplacement. Alors, ça, c'est associé avec une variété d'avantages. Avant que je ne parle de cela, vous savez, ce n'est pas un changement majeur de l'ancien code, mais tout ce que nous savons, c'est qu'il faut donner plus de calories à ces veaux-là parce que bon, il y aura des difficultés autrement. Alors, il y a des preuves. Ça a été un sujet de recherche très intense et pour se pencher sur la nutrition, les recherches démontrent qu'il y a une meilleure santé, moins de diarrhée, une amélioration de la fonction immunitaire, réduction des traitements et amélioration du rétablissement en cas de diarrhée également, du bien-être lorsque les veaux peuvent avoir au moins 20 la quantité de lait de 20 de leur poids à la naissance. Alors, tout cela sont des suggestions que le veau se sent mieux et on peut le noter dans son comportement. On va voir, bon, la productivité également, augmentation des taux de croissance avant le sevrage, de l'efficacité alimentaire et de production de lait pendant la première lactation pour ces veaux-là. Alors, c'est ce que la science décrit et c'est ce que le code a intégré. Alors, lorsqu'on en arrive aux pratiques d'élevage, il y a une longue liste ici. J'essaie d'illustrer le tout parce qu'on n'a pas le temps de passer à travers tous les sujets, mais on veut s'assurer qu'il y a une manipulation du bétail à faible stress. Bon, les dresseurs électriques ne sont utilisés que dans des situations extrêmes. Par exemple, les manipulations abusives sont inacceptables. Bon, il ne faut pas que ces dresseurs électriques arrivent dans leur visage ou quoi que ce soit. Le déplacement des vaches à terre, les releveurs de hanches ne peuvent être utilisés que pour une courte durée et aucunement pour soulever les bovins. Utiliser l'appareil conformément aux instructions, aux directives, utilisation des produits en consultation avec le vétérinaire également. Alors, lorsque on procède à des procédures chirurgicales en consultation avec le vétérinaire et lorsqu'on en arrive à ça, c'est une consultation et c'est mis en œuvre par un vétérinaire également. Le marquage au fer rouge n'est pas acceptable non plus. L'ébourgeonnage doit être effectué avant l'âge de 8 semaines à l'heure d'un anesthésie locale, une anesthésie locale en fait, et d'un INS également. Les cornages par des bandes élastiques n'est pas acceptable non plus pour retirer les cornes. Lorsqu'on en arrive à la castration et à l'ablation des trayons supplémentaires, ça doit être effectué le plus tôt possible avec une méthode de gestion de douleur. La codectomie n'est pas acceptable, sauf en cas de nécessité médicale et avec une méthode de gestion de douleur. Je sais que j'ai passé très rapidement à travers tout cela. En fait, il y a certaines petites modifications qui ont été effectuées pour les pratiques d'élevage et la plupart, par exemple, sont indiquées. Et on voit là quelles sont les différentes attentes, les mouvements et la manipulation également des bovins. Et
comme conseiller ou intervenant, vous connaissez plusieurs de ces sujets-là parce que vous avez un contact direct avec les vétérinaires, vous allez être conscient des pratiques exemplaires et plusieurs d'entre vous également les appliquer à la ferme aujourd'hui. Oubliez un peu le code, la renaissance. Ce sont des pratiques très normatives pour l'instant. Et bien sûr, il y a plusieurs pratiques et des possibilités de formation sur la manipulation des bovins, par exemple, à faible stress, la gestion des vaches à terre, par exemple, qu'est-ce qui se passe si elle est en stabulation libre, en stabulation attachée, et continuer à veiller à ce qu'un contrôle approprié de la douleur soit assuré. Et c'est une occasion que vous avez au bout des doigts parce que vous avez des relations avec directement le producteur et vous êtes, ils ont confiance en vous, en fait. Donc, cela va aider aux différentes pratiques. La santé du bétail, c'est très semblable. Je vais vous parler de certains des sujets principaux, par exemple, demander à la mise en place par le fermier de VCPR et nous avons les maladies, les traitements et les décès qui doivent être enregistrés et conservés pendant au moins 3 ans. On essaie de promouvoir cela pour avoir des dossiers médicaux qui doivent être plus précis, par exemple, examinés par le vétérinaire d'un troupeau pour assurer que la bonne santé du troupeau, pour voir quelles sont les tendances et tout le reste, les effets de nos interventions et les traitements. Et également, vous êtes plus qu'une ressource pour les producteurs. Bien sûr, ces fameux dossiers médicaux sont là pour à nouveau être examinés. Alors, c'est une exigence et une attente qui est indiquée dans le code. Donc, les soins rapides pour les animaux malades ou blessés, il n'y a rien de changé. Soins appropriés pour le bétail abattu, par exemple, nourriture, eau, protection contre les éléments, la séparation des autres animaux. Et lorsqu'on arrive aux bovins proches du village, ils doivent être surveillés quotidiennement et à des intervalles appropriés. Et tout cela en consultation avec un intervenant qualifié, par exemple. Et bon, si avec un conseiller qualifié, si la mortalité avant le sevrage, plus de 2 jours d'âge est supérieure à 10 on va voir quelles sont les exigences. Si vous excédez une mortalité de 10 avant le sevrage, à ce moment-là, vous allez voir, il faudra se pencher là-dessus. Maintenant, pour le colostrum de qualité dans les 12 heures, première alimentation le plus tôt possible dans les 6 heures. Et ça, c'est très important là pour tout et pour tous les veaux, ça va être modifié, mais ce que nous disons ici, c'est le standard pour les Holstein et pour les Jersey et pour d'autres races de plus petite taille. Nous irons jusqu'à 3 litres de colostrum à 12 heures. C'est un peu la règle qui s'applique. Alors, sans considération, c'est ce qui a été mentionné. On parle aussi d'analgésie systémique en cas de mamite clinique aiguë sévère. Ce serait ce qui est pour moi des choses qui sont les mêmes qu'avant ou certains des petits changements qu'il faut connaître au niveau de la santé des animaux. Votre opportunité ici, bon nombre d'entre vous sont des vétérinaires et ça va être conforme avec beaucoup des meilleures pratiques modernes. La question devient, et vous devez poser la question, comment les clients font au niveau des dossiers de traitement? Est-ce qu'ils sont constants? Est-ce qu'ils peuvent s'améliorer? Quel est leur dossier de mortalité? C'est des attentes, des exigences, mais où sont les producteurs dans tout ça? Et comment pouvons rendre ça plus pratique pour eux autres? Comment pouvons nous utiliser ça pour faire des comparaisons, pour donner plus d'informations? Comment on peut utiliser ça pour les guider à la ferme? Et
je parle ici d'audit du colostrum pour étudier la gestion, le transfert réussi de l'immunité passive. Vous pouvez envisager ça. Ce qui, pour nous, est propre n'est pas nécessairement propre. Alors, on peut déterminer la qualité du colostrum de différentes façons. Il y a beaucoup de pratiques pour ça. Quelle est cette méthode? Est-ce que le client utilise un colostromètre, une autre façon? Est-ce qu'il y a eu des opportunités pour vous de réunir des producteurs pour parler de gestion du colostrum? Je n'ai jamais eu de mauvaise conversation sur la gestion du colostrum avec des producteurs où on n'a pas appris quelque chose. Au niveau de la quantité, de la qualité ou du temps opportun. Il y a d'autres questions autour de ça aussi. Alors, envisagez tout ça. Envisagez comment vous allez faire votre prochaine rencontre avec des producteurs si vous êtes des nutritionnistes et vous parlez à plusieurs producteurs ensemble. Il y a beaucoup de sujets ici dont vous pouvez parler avec les producteurs et qui vont vous aider à en fait, c'est une idée de vous aider à vous positionner là-dessus pour avoir ces conversations-là. La boiterie et les blessures, c'est un autre sujet important en raison de la prévalence de ces problèmes-là dans le secteur et aussi parce que la question des boiteries ont beaucoup d'impact. Alors, ici, on dit le personnel doit observer régulièrement les bovins pour détecter les signes de boiterie ou les blessures aux membres afin de les diagnostiquer et de les traiter rapidement. Pour réduire au minimum les boiteries et les blessures aux membres, les producteurs doivent établir des seuils de prévalence pour la boiterie et les blessures aux membres et prendre des mesures correctives lorsque ces seuils sont dépassés. Je pensais ici qu'il va y avoir de l'intégration avec certains aspects de proaction. Il y a des seuils qui sont créés au niveau des zones rouges, vertes et autres. On voit ça dans Proaction. Alors, je pense qu'il va y avoir d'autres orientations faites à ce niveau-là. Mais je pense que les attentes, ça va être quelle que soit la zone de Proaction. L'important ici, c'est de savoir comment vous faites les choses. Quelles sont vos possibilités d'amélioration? Les attentes, c'est que les pieds et les onglons aussi doivent être inspectés. Les onglons parés au besoin pour favoriser une démarche normale et réduire les boiteries. Alors, on n'impose pas une fréquence ici, mais on veut une observation de routine. Dans le parloir, peut-être regarder les pieds, les onglons, faire le parage au besoin. C'est toutes des choses auxquelles ils font penser. Penser aussi à la façon de systématiser tout ça pour que ça soit régulier chez les producteurs. Ça, c'est s'ils ont besoin d'un soutien à ce niveau. Les lésions infectieuses aux pieds doivent être traitées pour contrôler l'infection aussi. Et il y a différentes façons de faire ça. Il faut explorer ces façons. Le parage thérapeutique des onglons doit inclure des stratégies pour soulager la douleur et la pression sur la zone blessée et favoriser la guérison. Ici, on parle de différents traitements qu'on pourrait offrir ici. Une gestion de la douleur doit être incluse dans le traitement des bovins qui reçoivent un parage invasif des onglons. Est-ce qu'il va y avoir des détails additionnels, une définition additionnelle de tout ça? On ne sait pas pour l'instant, mais c'est un peu intuitif tout ça. Si on enlève beaucoup de la corne sur un onglon, est-ce qu'il y a des problèmes d'infection et tout ça? Là, il y a des antidouleurs aussi qui peuvent être donnés. Vic, je n'ai pas de réponse pour toi pour le gel de l'onglon. Je ne sais pas s'ils ont parlé de ça de façon spécifique. Ça pourrait être une option selon les circonstances, par contre. Donc, pour le temps, en fait, je ne vais pas avoir une autre séance en petit groupe parce que sinon, ça nous ferait rester ici trop longtemps. Je sais que c'est votre soirée et que vous voulez rentrer chez vous, mais une petite chose que je voulais dire, et je vais vous le donner par courriel après la séance, je vais vous donner quelques ressources que j'ai créées et j'en ai parlé dans certains cas, mais ces ressources-là parlent de ce qui cause
la boîterie. Mais je ne veux pas vous donner de l'information que vous avez déjà, mais je trouve de plus en plus intéressant de voir la recherche qui est faite à ce niveau-là sur les causes de la boîterie, la façon de la diagnostiquer, toute l'automatisation qui vient avec l'IA. Tout ça, c'est intéressant à voir. Mais pour moi, ce qui est plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a comme recommandation basée sur des données probantes. Quelles sont les approches peu coûteuses pour régler la situation? Et aussi un sommaire de ce qu'on sait de l'état d'esprit des producteurs. Qu'est-ce qui les empêche d'utiliser des méthodes plus agressives pour réduire la boîterie? Il y a des recherches faites là-dessus et vous, en tant qu'intervenant, vous avez de l'expérience auprès des producteurs. Peut-être que vous leur dites la même chose jour après jour après jour et que rien ne change. Je sais que ces problèmes-là prennent du temps à guérir et il faut s'y attaquer. Alors, pour moi, comprendre certains des obstacles d'état d'esprit qui fait que les producteurs ne traitent pas ces questions-là, ça, pour moi, c'est important. Alors, je vais vous donner quelques ressources pour vous aider avec vos conversations dans l'avenir. Et aussi, je vais donner quelques petits derniers commentaires avant de finir. L'opportunité pour l'intervenant ici, pour moi, c'est oui, il y a beaucoup d'opportunités ici, quel que soit votre titre, que vous soyez nutritionniste ou un ongleur ou un vétérinaire ou autre. Vous avez un rôle à jouer au niveau de la boîterie. C'est une maladie multifactorielle qui incorpore des éléments associés à la vache, au logement et à la gestion et des aspects nutritionnels aussi. Et tout ça, ça joue un rôle. Est-ce que vous pourriez donner une évaluation de tierce partie? Est-ce que vous pourriez miser sur le travail de proaction? Est-ce que vous conservez des dossiers? Est-ce que les producteurs conservent des dossiers de ce qui s'identifie? Est-ce qu'ils ont des procédures opérationnelles normalisées qui sont bonnes? Est-ce qu'ils les suivent? Est-ce que ces procédures-là sont assez détaillées? Une pratique aussi que j'aime beaucoup avec les producteurs, et je l'ai fait souvent avec des nutritionnistes et des vétérinaires et quelquefois avec des ongleurs, c'est de comparer les clients et soutenir les discussions de groupe. Qu'est-ce qu'on fait collectivement pour la boîterie à la ferme? Et un projet que j'ai fait avec l'Université du Minnesota, ce projet-là explore des groupes qui avaient l'ongleur, le vétérinaire et la nutritionniste ensemble pour parler de ce qu'on peut faire ensemble pour créer un plan d'action de correction des problèmes de boîterie à la ferme. Et ça mis sur l'expérience du producteur, mais d'autres aussi intervenants, toutes des personnes qui ont influence les uns sur les autres. Il faut trouver des façons de communiquer ensemble. En tant qu'intervenant, on n'a plus de valeur si on travaille de façon collaborative. D'autres petites sections à couvrir rapidement ont trait avec la préparation au transport. Il y a des changements à ce niveau-là qui ont eu lieu dans les dernières années avec les règlements du transport qui ont changé. Et bon, ici, ça va créer des changements et des exigences nouvelles. Premièrement, on veut que les producteurs suivent les règles de transport. Les producteurs vont vérifier les animaux, s'assurer qu'ils soient en santé avant de les envoyer au transport, s'assurer que les animaux pas en santé vont avoir des mesures appropriées. Que les veaux aussi qui sont en jeune âge vont aller directement à leur point d'arrivée. Un autre point aussi, le personnel impliqué dans le chargement et le déchargement ou le transport des bovins doit avoir les connaissances et les compétences nécessaires. Des mesures doivent être prises pour prévenir le risque d'engorgement des mamelles lors de l'expédition d'animaux en lactation. Si une vache n'est pas allaitée
ne fait pas d'allaitement avant 5 jours après son arrivée, ben, qu'est-ce qu'on fait pour prévenir le risque d'engorgement des mamelles? Comme j'ai dit, le personnel impliqué dans le chargement, le déchargement et le transport doit avoir les connaissances et les compétences nécessaires. Ça parlait des rôles et responsabilités dont je parlais plus tôt. Les rampes, les passerelles, les goulottes et les marches doivent être conçues, construites, entretenues et utilisées de manière à éviter que l'animal ne glisse, ne trébuche ou ne tombe. Alors, du moment qu'on prend la décision d'envoyer au transport, qu'on a décidé si la vache est en santé ou non, si elle est fragilisée ou non, quand on sait ça, et il faut s'assurer de suivre ces règles-là. On a un devoir de bienveillance envers l'animal et il faut s'assurer que la vache puisse sortir du camion d'elle-même. C'est la responsabilité des producteurs et ça va être un aspect clé à tenir compte. Et ici aussi, je vous montre un arbre décisionnel classique. C'est un annexe dans le code. Et ça nous dit si l'animal est apte ou inapte à être transformé. Alors, la question qu'on se pose, si l'animal n'est pas apte, c'est est-il inapte ou fragilisé? Et donc, on a des points ici qui nous aident à déterminer où va l'animal. Et je ne parlerai pas de ça longtemps parce que c'est lié à la réglementation sur les transports. Et je l'espère, vous connaissez ces questions. On ne voit pas beaucoup de changements ici. C'est de la réglementation qu'il faut suivre. Alors, votre opportunité ici, c'est de passer en revue les procédures normalisées d'exploitation à la ferme et discuter des actions à mener dans l'exploitation. Ce que je vois, c'est que les intervenants textent souvent avec les producteurs, communiquent et s'assurent que les producteurs comprennent les définitions d'apte, inapte, fragilisé. Et n'oubliez pas aussi les jeunes animaux et les attentes par rapport à ça. C'est un aspect important. Si les jeunes animaux ont plus de 8 jours, où peut-on les envoyer s'ils ont moins de 8 jours? Quelles sont les attentes et les critères? Et posez-vous la question et posez aux producteurs la question. Comment est-ce qu'ils préviennent l'engorgement des mamelles lors de l'expédition de bovins en lactation? Les PLC ont créé une ressource qui parle des étapes à suivre pour empêcher l'engorgement. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et vous voyez dans la zone de clavertage un lien vers cette feuille-là que vous pouvez accéder par vous-même. Et la dernière chose aussi dont je vais parler, c'est l'euthanasie. Bien sûr, c'est dans le code. Et pour vous qui êtes vétérinaire, c'est une question que vous connaissez très bien. La clé ici, c'est que les bovins dont l'état est compromis et qui ont peu de chances de se rétablir et qui ne réagissent pas doivent être rapidement euthanisés. Le personnel doit être formé et compétent s'il va s'occuper de l'euthanasie. Et ça, surtout au niveau des populations sensibles, les bovins compromis, c'est important. Une méthode acceptable doit être utilisée. Dans les lignes directrices de la BP 2023, on voit des détails. On peut parler de coups de feu, on peut parler de pénétration d'un boulon captif. Dans ce cas-là, il faut avoir une étape secondaire pour provoquer la mort. Il y a différentes choses qu'on peut faire à ce niveau-là. Les médicaments, si on en utilise, c'est administré par un vétérinaire. Une des choses qui est très importante à dire pour ceux d'entre vous qui n'avons pas porté trop d'attention aux lignes directrices de la PP, il faut voir des distinctions sur le calibre de l'arme. Une arme longue de 22 n'est pas assez pour euthanasier un animal. Ça, les lignes directrices de la
AABP de 2023 l'indique clairement. Les lignes directrices de 2019 ne l'indiquent pas clairement. Donc, un Magnum 22 ou un calibre plus élevé doit être utilisé pour les animaux matures. Une arme longue d'épaule de 22 peut être suffisant pour un animal de moins de 6 mois. Alors, il faut savoir la distinction entre les différentes armes utilisables pour les animaux. Et ça, c'est expliqué dans le code. Pour moi, l'euthanasie, ça commence avec une conversation avec le producteur qui est responsable de la décision, qui détermine si l'animal doit être euthanisé. Quelles méthodes sont utilisées pour les animaux adultes et les jeunes animaux? C'est très différent. On en a parlé pour les armes, ça dépend de l'animal. Et j'ai fait de la recherche il y a quelques années. En 27, 2019 et on a regardé les pratiques à la ferme pour voir ce qu'ils faisaient en matière d'euthanasie et on a vu que 7 des producteurs utilisaient une mesure différente. Ils disaient en fait que j'euthanasie les taureaux différemment, les veaux de taureaux différemment que les génisses. Alors, différentes méthodes selon l'animal. Et vous pouvez utiliser des méthodes différentes si vous voulez, mais ils doivent respecter le code. Alors ça, c'est important. Et si vous êtes intéressé sur ce travail fait sur les pratiques, je suis prête à vous communiquer certains des résultats de recherche qu'on a fait. C'est aussi très important et on le voit souvent dans les audits que je soutiens, que je mène en Amérique du Nord. L'importance de souligner l'importance de l'évaluation de l'inconscience et de la mort, faire la distinction entre les deux, explique clairement pourquoi c'est si important. Et il faut aussi se rappeler que quand on a ces conversations, il y a beaucoup de sensibilité autour de ça, d'inconfort, d'anxiété, de stress qui peuvent être présents. Et souvent, avec l'euthanasie, on se retrouve avec des expériences peu souhaitables. Les producteurs se mettent à produire parce qu'ils veulent être des gestionnaires et des intendants d'animaux d'élevage et pas pour s'en débarrasser, les éliminer. Alors, il faut s'assurer que tout ça s'est fait de la bonne façon et souvent, les conversations peuvent être utiles. Il y a du travail intéressant fait au Québec et ailleurs. Des recherches faites sur l'euthanasie et le côté social de la chose. Alors, en tant qu'intervenant, ça vous regarde. Vous pouvez avoir ces conversations-là. Et si vous avez peu d'informations là-dessus, il faut faire des recherches. Pour moi, le résumé de tout ça, c'est que le nouveau code a introduit de nouvelles pratiques importantes qui obligeront les producteurs laitiers canadiens à modifier leur gestion et leurs installations. L'attachement, le surpeuplement, c'est toutes des questions importantes. La gestion du boitage, tout ça, ça va obliger l'apport de changement. Et ça peut avoir des impacts importants pour certains producteurs, moins importants pour d'autres. Ces changements sont fondés sur des données scientifiques et sont conformes aux attentes de l'industrie et de la société pour les 10 prochaines années. Je pense que c'est important à comprendre ça. On a beaucoup de clients au Canada qui opèrent aussi sur différents territoires. Ils comparent ce qu'on fait au Canada avec ce qui est fait aux États-Unis ou dans l'Union européenne. Et le code de pratique doit être en place pour au moins 10 ans. Alors, cet exercice-là porte aussi sur les attentes dont on va avoir dans 10 ans. Alors, le pourquoi ici, pourquoi on a des échantillons progressifs 2027 et autres années, c'est pour signaler à nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement qu'on s'en va vers les changements nécessaires, mais qu'on essaye aussi de faire en sorte que nos producteurs connaissent les attentes et
aient le temps de s'y ajuster. Et cet exercice qu'on fait ce soir aide à leur offrir le soutien et avoir ces conversations-là. Vous avez de l'influence, vous êtes davantage de confiance auprès d'eux que moi je le suis ou que les producteurs laitiers du Canada le sont. Alors, vous pouvez offrir des communications plus adaptées à vos producteurs, plus informés. Ils vont devoir être informés. Il y a beaucoup d'opportunités ici en tant qu'intervenant, quel que soit votre titre, pour miser sur votre relation avec vos producteurs pour les aider à s'améliorer. Si vous êtes un vétérinaire en pratique multiple, vous avez la chance de regrouper des producteurs ou regrouper vos collègues pour parler de la façon d'aborder tout ça. Dans une rencontre future que vous allez avoir avec vos producteurs réunis en groupe, pourrez-vous parler du code? Avez-vous besoin de ressources qui vous aideraient à avoir ces conversations-là? Ce n'est pas seulement à vous d'être informé pour parler à vos producteurs. L'important ici, c'est aussi de créer des relations et du réseautage avec la communauté en place. Trouver les réponses aux questions qui restent. On parle de la question plutôt sur l'ajout de le jet en stabilisation entravée. Est-ce que c'est possible si ce n'est pas une nouvelle étape? Toutes ces questions-là sont à répondre. Et il y a plus à venir aussi. Proaction va trouver de nouvelles façons d'incorporer ces exigences. Il va y avoir un projet pilote. Rachel, peut-être que la réponse à ta question, ça va être un sujet du projet pilote. Voir comment on va définir nouvellement bâti. Alors, il va y avoir plus d'informations qui vont venir. On aimerait bien connaître vos questions, vos commentaires, vos besoins pour qu'on puisse vous aider dans l'avenir. Mais selon moi, ça, c'est ce que j'ai donné aujourd'hui, c'est ce que je voudrais que vous connaissiez au moins pour commencer. Et j'aimerais vous dire aussi que cette session a été développée par Lactanet et a été réalisée grâce au financement des producteurs laitiers du Canada dans le cadre du projet national de transfert des connaissances en production laitière. Vicky, je vais te passer le micro. Pour que tu puisses commenter et clore la rencontre. Moi, je voudrais vous remercier d'avoir été ici aujourd'hui. J'espère que ça va vous a donné une bonne idée du code. Je serai prête à répondre à vos questions s'il y en a. Et puis, on va vous envoyer les réponses à certaines des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre aujourd'hui. Et je suis prête à avoir des conversations avec un ou l'autre d'entre vous qui pourrait avoir besoin d'informations additionnelles. Donc, merci. Vicky, la parole est à toi. Vicky, je ne suis pas sûre si tu es là. Je ne te vois pas et tu es en sourdine. Oh, donc, son écran a gelé. Alors, je peux l'aider ici. Alors, dans la zone de clavardage, elle a mis un message demandant que vous répondiez à une évaluation sur la séance. Si vous pouvez répondre, ce serait bon. Ça va nous aider à savoir comment vous soutenir, qu'est-ce qu'on peut faire après. Et si vous avez d'autres commentaires, ne vous gênez pas. Alors, merci tout le monde. Ça va terminer la séance aujourd'hui et on espère bien vous voir dans un webinaire futur. Merci.